La crise politique belge influencera-t-elle la politique congolaise du royaume? Avant de donner des leçons à d'autres pays, nous devons d'abord regarder chez nous. Le monde ne s'est pas fait en un jour et donc le Congo ne saura pas se reconstruire en un seul jour non plus. André Flao, président de la Chambre des représentants belges, invité des ITW. Lorsque j'étais ministre de la Défense, je suis venu souvent au Congo. Nous avons beaucoup travaillé à un partenariat militaire. Et partenariat, ça veut dire vraiment le travail en confiance dans la durée, basé sur le respect mutuel. La Belgique est là pour être partenaire, pour être accompagnatrice, mais pas là pour faire le travail à la place des Congolais. Ça doit être très clair. Lorsque je suis redevenu député après 2008, je suis même venu avec ma fille ici passer une semaine de vacances. Mes collègues disaient, mais il n'y a personne qui vient passer des vacances à Kinshasa. Eh bien si, je l'ai fait, mais c'était aussi une façon de m'inscrire dans cette action durable et dans cette amitié que l'on ne peut entretenir que par des contacts réciproques. Et chaque fois que des amis congolais viennent à Bruxelles, je leur dis, donnez-moi un coup de téléphone et je trouverai le moment pour vous rencontrer, pour que nous échangions ensemble nos idées sur la progression de la reconstruction de ce pays. Je crois qu'il faut d'abord dire que le monde ne s'est pas fait en un jour et donc que le Congo ne saura pas se reconstruire en un seul jour non plus. Il faudra du temps. Il faut intégrer le temps dans les opérations de reconstruction. Ensuite, je crois qu'il faut bien dire que la reconstruction, ça implique des choix, et les choix, forcément, ne peuvent pas agréer tout le monde. Et puis, une reconstruction implique aussi des moyens, et il y a aussi des moyens et des obligations à respecter au niveau international. Ici, le Congo a atteint son point d'achèvement, c'est-à-dire qu'elle a rempli des obligations. Ce n'était pas facile, parce qu'il fallait vraiment consacrer d'abord une partie du budget à remboursement de certaines dettes avant de pouvoir, et c'eût été l'idéal, consacrer la totalité des moyens disponibles pour travailler peut-être plus vite dans certaines matières d'infrastructure, d'éducation, de santé, etc. Mais des choses ont été faites, et des choses doivent être faites partout dans la région. Mais donc, moi je constate une chose, c'est qu'on est parti d'un point de départ de reconstruction où c'était très difficile. C'était une situation de guerre, c'était une situation de recherche de voies en termes d'organisation de l'État, de l'organisation parlementaire. Mais je constate une chose, c'est que depuis 2006, il y a un gouvernement qui a été constitué, qui a voté un nombre impressionnant de lois de reconstruction. Par exemple, la loi sur les marchés publics, qui est un élément indispensable dans la bonne gouvernance. Ensuite, il y a un gouvernement qui a travaillé. On peut considérer, c'est sans doute vrai, mais c'est aussi vrai en Belgique, que tout le monde n'a peut-être pas bien fonctionné, qu'il y a des choses qui ont plus avancé que d'autres. Mais ça aussi, c'est la politique. Si tout était parfait, on n'aurait plus de raison de faire de la politique. Il y a un président qui a mis en œuvre les chantiers. Donc, on est parti d'un point et il y a une évolution. On est maintenant à un autre. Le conseil qu'il faudrait pratiquement donner, c'est de poursuivre en quelque sorte, de continuer à construire sur base des fondations qui ont été mises en place. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de s'inscrire dans la démarche parlementaire, de démocratie parlementaire, qui effectivement peut impliquer des changements, mais qui a toujours un objectif, c'est d'arriver à la reconstruction du pays. Ce qui est le plus risqué, c'est effectivement si ce processus devait, pour une raison ou une autre, être arrêté. C'est la raison pour laquelle, au niveau belge, nous croyons qu'il est important que des élections soient organisées dans les délais, avec la transparence suffisante, avec des observateurs, que l'on explique bien les modifications tantôt constitutionnelles, tantôt de la loi électorale, et que l'on explique bien aussi en transparence vers l'extérieur ce qui a été fait, pour éviter les méprises, pour éviter les interprétations, pour éviter l'émergence de rumeurs et de méfiances qui finalement détournent
détourne les populations de l'essentiel, à savoir la poursuite de la construction et de la reconstruction de ce pays dans l'intérêt des populations. Parce que si ça peut amuser à un certain moment des querelles, à condition qu'elles ne dérivent pas dans des conflits armés, etc., le débat en démocratie est normal. Les candidats en démocratie doivent pouvoir s'exprimer, les partis doivent pouvoir s'exprimer. La presse, elle est multiple ici au Congo. Hein. J'ai jamais vu autant de journaux qu'ici au Congo. Ça fait partie du débat. Et à un certain moment, il y a les électeurs se prononcent, et puis il y a des gens qui prennent des responsabilités, ils agissent, et après, il y a une nouvelle élection, mais c'est le même débat qui se poursuit, et il y a ceux qui gagnent, il y a ceux qui ne gagnent pas, et je ne dis pas il y a ceux qui perdent, parce qu'on gagne toujours à participer à un processus démocratique. Qu'une assemblée parlementaire décide à un certain moment, par une large majorité, de modifier sa constitution, c'est le droit le plus élémentaire d'une assemblée parlementaire. Et il faut respecter cela. Ce n'est pas à la Belgique, et d'ailleurs, très rapidement, après que cela a été expliqué, et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur la nécessité d'expliquer les réformes qui sont ici, pour éviter les interprétations, les déformations de l'information. Une fois que ça a été expliqué, et que ça a été expliqué notamment aussi aux ambassadeurs de la communauté internationale, le constat a été évident de dire, oui, il y a eu une décision prise avec un vote, qui n'était pas un vote avec une voix ou deux voix de majorité, et la Constitution a été modifiée. Et donc en Belgique, le gouvernement lui aussi était très prudent en disant, c'est clair, on prend acte, il faut maintenant que les élections se fassent dans la transparence, dans les délais. Mais là, nous avons aussi une obligation. Si nous disons cela, si nous recommandons cela, comme la communauté internationale, nous devons aussi veiller à ce que les moyens techniques nécessaires soient mis à la disposition des acteurs et des responsables congolais, notamment le président de la CNI, pour aboutir dans les délais et dans les bonnes conditions. Il faut vraiment, dans le délai qui est imparti, faire le maximum pour vous permettre, par vous-même, de respecter les échéances telles qu'elles sont placées. Ça, c'est le premier élément. Et je crois que là, c'est la petite... Alors, sur les observateurs, en disant on espère que ça va bien se passer, que ça va se passer en transparence, etc. Et nous faisons le même souhait, nous formulons le même souhait partout où des élections doivent se dérouler. Nous souhaitons également que les comités nationaux pour les élections fassent leur travail, parce que c'est ça, les fondements d'une démocratie, même si c'est une démocratie qui est en train de naître, et si on ne peut pas transposer les modèles européens, occidentaux, ici en Afrique. Je redis, il y a les difficultés de distance, etc. Il faut trouver des moyens adaptés. Et donc, je crois qu'il n'y aura aucun problème à ce qu'il y ait des observateurs et que, effectivement, là aussi, il y a un processus d'accompagnement, de pilotage, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, poursuivre sur un tableau de bord comment évoluent les différents objectifs à atteindre et s'assurer que tout se passe bien dans le mécanisme. Nous devons faire preuve d'une très grande modestie, d'une très grande humilité, et qu'avant de donner des leçons à d'autres pays, nous devons d'abord regarder chez nous ce qui se passe. Alors, je voudrais simplement dire aussi que nous avons l'obligation en Belgique, compte tenu des résultats des dernières élections de 2010, qui ont produit une carte politique et parlementaire telle qu'il faut trouver une solution et dégager une solution dans cette logique et dans cette situation politique d'aujourd'hui. Ça prendra encore un certain temps, parce que la Belgique est à un tournant. Elle doit se redessiner, avec des compétences qui iront au niveau européen, avec des compétences qui iront sans doute beaucoup vers les régions et vers les communautés. On doit trouver le point de respect des minorités. C'est fondamental, le respect des minorités. La minorité francophone en Belgique, la minorité francophone autour de Bruxelles, mais aussi la minorité flamande
à Bruxelles. Donc, c'est le respect des droits de l'homme. Ensuite, il faudra trouver un moteur adapté pour que tout ça fonctionne. C'est ce que nous appelons chez nous la loi de financement, où on veille à ce que les régions puissent vivre, tout avec l'État fédéral puisse vivre aussi, en harmonie et dans la durée, sans que l'une appauvrisse l'autre. Parce qu'autrement, ça posera des problèmes à la population. Alors, comme président de l'Assemblée, c'est vrai que c'est une assemblée un peu particulière, puisque le gouvernement sortant a la majorité, il n'a pas la majorité, il n'est pas équilibré en quelque sorte. Il a une majorité, mais où la minorité francophone est très représentée dans sa majorité. Et donc là, il faut équilibrer les choses, mais le Parlement décide, parce que nous sommes, nous, installés. Et donc je préside une assemblée un peu particulière, où des gens qui sont dans la majorité n'y seront peut-être plus, ceux qui sont dans l'opposition y seront peut-être dans la majorité, et donc je dois en permanence rechercher, avec le gouvernement qui doit continuer à décider, des rencontres, des points de consensus sur un agenda, en associant les sensibilités des uns et des autres. Donc quelle impression ça me fait? C'est une impression d'exercer une fonction dans un contexte tout à fait particulier. Donc c'est tout sauf la monotonie, c'est tout sauf la routine. C'est une recherche d'équilibre entre les différentes sensibilités et ça m'oblige, à moi qui étais très longtemps dans l'exécutif, à faire preuve de beaucoup de diplomatie maintenant que je suis dans le législatif. Mais la Belgique, elle fonctionne aujourd'hui. Le Parlement fonctionne, mais elle fonctionne aussi parce que l'administration fonctionne et puis les entités régionales, les régions et les communautés fonctionnent. Les communes fonctionnent également. Donc ça, c'est un élément important. Mais l'idéal, ce serait quand même qu'il y ait un gouvernement qui fonctionne aussi au niveau fédéral. J'entends très souvent dire il n'y a pas besoin de gouvernement puisque ça fonctionne. Non, c'est parce que d'autres entités fonctionnent que la Belgique fonctionne. Alors, qu'est-ce qui me convient le mieux? Ça fait 38 ans que je fais de la politique et j'en ai 55. Et donc, je m'adapte aux situations là où je me trouve. Je fais pas de plan de carrière, parce que je pars du principe que en politique, c'est toujours ce à quoi on ne s'attend pas qui arrive. J'en suis sans doute un exemple vivant. Mais je m'efforce, là où je me trouve, de toujours poursuivre des actions qui ont été entamées auparavant. Par exemple, la base de mon action a toujours été le partenariat et ma priorité, ma valeur première, la solidarité. Ma recherche permanente de la paix, par le dialogue, est là que je me trouve dans le département de la fonction publique, dans le dialogue avec les syndicats, dans le département de la défense, dans la recherche par le dialogue de la paix et au travers des partenariats aussi d'exercice de la solidarité, ou à la Chambre, je recherche aussi par le partenariat et par les contacts multiples à faire en sorte que le travail de partenariat des parlements poursuivre aussi le travail de cette recherche de la paix et soit l'expression de la solidarité entre les différents peuples et les différents parlementaires. Et là, je vais dire, c'est une forme de continuité que je recherche dans toutes les fonctions que j'occupe. Même quand je n'étais plus ministre, je suis revenu ici pour prolonger le travail de solidarité et de partenariat à titre personnel. Et demain, je ne sais pas ce que je ferai, mais en tout cas, je n'ai pas de plan de carrière. Certains soupçonnent que je recherche ci ou cela, de tel poste ministériel ou tel autre. Non. La meilleure façon de ne pas être déçu en politique, c'est de ne pas faire de plan de carrière. Mais seulement la meilleure façon d'être heureux en politique, c'est de faire ce que l'on croit être bien et de le faire avec passion et de façon continue. C'est pour ça sans doute que vous voyez que je suis très bien là où je suis aujourd'hui et je ferai ça le temps nécessaire. Et si demain on me demande de faire autre chose, je le ferai avec autant d'enthousiasme et de passion.